Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. Le vote est sans appel. La voix de l'archichancelier transperça la salle comme une lame. Au cœur de la chambre magna du Conseil galactique, Sovandrek fit tourner un anneau entre ses doigts griffus, non pas paresseusement, mais avec une précision rituelle, comme une sentence scellée. Son blason d'obsidienne s'illumina de triomphe. Qu'il soit enregistré que l'espèce connue sous le nom d'Homo sapiens est par la présente reclassée, servile. Un léger bourdonnement parcourut la chambre. Des dizaines de nœuds de traduction en vol stationnaire s'enclenchèrent, diffusant la phrase dans des centaines de dialectes, avec une synchronisation quasi parfaite. Puis la lumière apparut, des lignes dorées balayant le plafond de la chambre, se transformant en une écriture confirmant ce que chacun savait déjà. La Terre avait été dépossédée de sa souveraineté. Dans le secteur 2, un délégué de l'Alliance Vicari laissa échapper un cri d'amusement. Sur l'arc surélevé du bloc Jaquel, les dignitaires claquaient leurs mandibules en signe d'approbation rythmique. Seule une poignée de voix restait silencieuse, la posture tendue et immobile. Un grognement sourd s'éleva à l'objection. Tout mouvement cessa. Le primarque vectal des Korgati se tenait droit à son poste. Sa silhouette massive, drapée dans une armure d'os cérémonielle, projetait une ombre allongée sous la lumière pâle du dôme du Conseil. Ses yeux jumeaux, brillant d'une fureur glaciale, fixaient l'archichancelier de l'autre côté de la salle. « Cette décision est une erreur », gronda Vectal. « Vous ne connaissez pas les humains comme nous. Ils observent, s'adaptent, et lorsqu'ils agissent, c'est après que vous ayez déjà perdu. » Un frisson parcourut les sièges, un malaise, fermement réprimé, frémissant d'antennes et agitant des nageoires translucides. Mais personne ne fit écho à l'avertissement. L'expression de Zovandrek se transforma en amusement. Le chancelier tendit les bras comme pour embrasser le silence. Est-ce une menace, Primarque? Ou l'hallucination nostalgique d'une guerre que vous avez échoué à gagner il y a 2 siècles? Quelques rires dispersés résonnèrent parmi les factions alliées. Les Nimaris claquèrent leurs doigts de cristal. Les Vorchelans regardaient fixement à travers leurs casques à gaz, impassibles. « Nous n'avons pas perdu », dit Vectal d'une voix grave et silencieuse. « Nous avons survécu. » La déclaration pesait lourd. Plusieurs délégués mineurs s'agitèrent, mal à l'aise. De l'autre côté de la salle, Eosmar, de la délégation Corinne, jeta un regard oblique à son supérieur. Un regard qui ne reçut aucune réponse. Plus d'attente, lança Sovandrek d'un ton sec, sa voix désormais amplifiée par la symphonie des résonateurs de la chambre. Nous ne sommes pas ici pour céder au fantasme de vengeance d'une caste prédatrice vaincue. Nous sommes ici pour apporter la stabilité à une espèce trop têtue pour s'intégrer. Avec une force mesurée, il leva le sceau du chancelier, une boucle d'iridium de biovert vivant incrustée du corps électoral, et l'enfonça dans le renfoncement près de son podium. Un bourdonnement parcourut la salle au-dessus d'eux. Les projections du plafond se mirent en mouvement. Une couronne de filaments dorés fila vers l'extérieur du dôme. Chaque ligne d'écriture extraterrestre tomba en cascade. Comme un jugement gravé dans la flamme, la Terre est désignée comme classe 3. La gouvernance autonome servile est suspendue, le développement scientifique est gelé, les protocoles de transmission interstellaire sont révoqués, les rendements des ressources doivent être réglementés, la souveraineté annulée, des rangées de délégués se sont levées en applaudissant avec des mouvements synchronisés, tandis que des corps rituels retentissaient dans des voûtes encastrées. Sur les murs de la galerie, des bannières cérémonielles se déployaient, chacune portant les sceaux de l'unité du Conseil, d'un or terne et festif. Pourtant, tout le monde ne se leva pas. Au gradin inférieur, les délégués marchands de l'enclave Lutari, vêtus de robes censurées et humidifiantes, restaient assis, leurs masques d'argent immobiles. Derrière eux, les 2 délégués du pacte de Kyranos échangèrent un regard inquiet. Et dans la galerie supérieure, le plus âgé des observateurs, Corinthe, ferma lentement les yeux. Sur l'estrade principale, l'archichancelier Zovandrek accomplissait la dernière partie du rituel. Levant les bras, il laissa le sceau du Conseil flotter au-dessus de lui, puis claqua des griffes en un triple battement précis. Une cascade de lumière crue l'entoura, annonçant le mouvement irrévocablement passé. Le spectacle visuel était saisissant, conçu pour éblouir et dominer. Les applaudissements tonnèrent à nouveau, amplifiés par des amortisseurs acoustiques, de sorte que la réverbération de la salle formait un écho uniforme et majestueux.
Toujours assis, Vectal ne cligna pas des yeux et ne se leva pas. Son second Gormek, un jeune Korgati aux marques orange vif, se pencha vers lui. « Ils ont choisi la cécité, murmura-t-il. Encore. Ils ont choisi l'arrogance, corrigea Vectal. Et l'arrogance se croit toujours en sécurité jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Et lorsqu'elle réalise qu'elle ne l'est plus, il est déjà trop tard. » De l'autre côté de la salle, le sourire de Zovendrek s'élargit. Il fit tourner la bague à son doigt une fois de plus, lentement et délibérément, savourant l'instant. Invisible à presque tous, bien au-dessus des niveaux de la chambre Magna, une petite trappe dans le conduit de service du dôme s'ouvrit en sifflant. À peine plus grande qu'un point humain, la capsule de communication scellée s'éjecta en orbite, silencieuse, inaperçue. Il se déplaçait rapidement, coupant net l'arc de rotation de la station, silencieux, intraçable, programmé pour une seule chose, délivrer le signal. Pas de balise, pas de chemin de retour, pas de balise, pas de chemin de retour, juste un objectif. Et Mars attendait. Sous la surface de la planète rouge, dans une chambre sans marquage, sans fenêtre et sans coordonnées connues, le signal arriva. Une faible console clignota une fois en guise d'accusé de réception. Des hommes se tenaient autour, silencieux, précis, coordonnés. Pas de bannière, pas d'emblème, juste de l'acier froid et une lumière blanche. Ils avaient attendu ce moment 12 ans, sans perdre un souffle, sans écrire une seule ligne de code. Le silence n'était pas une hésitation, mais une volonté de se préparer. Au centre de la pièce, une silhouette s'avança, épaules larges, uniforme sombre, regard calme, comme s'il en avait trop vu. Le commandant Victorine baissa la main de la console, la voix calme, dénuée de tout artifice. Autorisé, ça avait commencé. La capsule avait à peine achevé sa descente que le centre de commandement s'agita, non pas sous l'effet d'alarme, mais avec la précision silencieuse d'un dispositif conçu pour attendre, depuis des années. Et maintenant, réveillé non par surprise, mais par l'inévitabilité. À l'intérieur du complexe souterrain sous la faille de Valmarineris, les hommes de la section 9 évoluaient dans un silence qui semblait répété. Pas de nom sur leurs uniformes, pas d'insigne sur leurs murs, juste du béton armé, des bourdonnements à basse fréquence et des couloirs sans lumière où chaque console ne brillait que lorsqu'on la touchait. Le commandant Victor Wren ne se retourna pas pour prendre acte du signal de la capsule. Il avait observé le flux crypté avant même son arrivée. Le vote n'était qu'un simple déclencheur, cérémoniel, inutile. La véritable sentence avait été prononcée des années auparavant. Dès que Zovendrek scella la résolution, le compte à rebours s'arrêta. Victor se tenait sur la plateforme centrale du nexus de commandement, entouré de postes de travail en contrebas. Autour de lui, ses opérateurs portaient les mêmes uniformes gris-noir, tous confectionnés à l'identique, chacun ayant une fonction unique. Il tapota une fois la console principale. Un léger carillon, sourd et froid, signala l'initialisation d'une séquence enfouie depuis 12 ans. « Janus », dit-il. Ce mot à lui seul portait le poids de tout ce qui allait suivre. Rien ne clignotait. Aucune alarme ne sonnait. Aucune lumière ne pulsait. À la surface, le centre de commandement restait inchangé, silencieux, impersonnel. Mais au plus profond de l'infrastructure galactique, tout changeait. Sur la carte stellaire suspendue devant Victor, des milliers de points se mirent à scintiller. Une galaxie de signaux se transformant en ombre. Derrière lui, l'agent Lucas Granger surveillait le flux des paquets de commandes quittant Mars. Dispersion du signal confirmé, nœud fantôme en ligne, système cible sans réaction. État des matrices de ping nul ? Demanda Wren sans se retourner. Les doigts de Granger glissèrent sur une interface plate et sans texture. Attendre. Intercepteur contourné. Tous les diagnostics indiquaient une valeur nominale de leur côté. Bien. Wren ne scia pas. Il appuya sur un second panneau. En orbite au-dessus de Vernac 3, une bouée cargo se réorganisa en plein transit. Elle contacta un satellite inactif enregistré auprès de la commission commerciale de Karchal et lança une mise à jour du micrologiciel. Le micrologiciel réécrivit sa télémétrie orbitale et déclencha une fausse émission de balise. De l'autre côté du système, un second nœud réagit de la même manière. Personne ne le remarqua. 12 ans plus tôt,
Rhin se tenait seul sur la plateforme d'observation d'une raffinerie abandonnée au-dessus de Sigma Ander. La raffinerie, ravagée par la guerre et pillée par des charognards, n'avait aucune valeur. Mais le relais de communication intégré à sa structure, c'était autre chose. Il se souvenait des négociations avec l'administrateur Balgerac, un bureaucrate trexian à la peau plissée comme du métal et dont l'espèce privilégiait le protocole au profit. « Nous avons simplement besoin d'une licence de proximité », avait dit Reims. En échange, la Terre acheminera le trafic marchand trexian par des voies sûres pendant la prochaine saison sèche. Les Trexiens avaient accepté. Ils le faisaient toujours lorsqu'il était question d'eau. 12 ans plus tard, la station Balgérique s'illuminait de signaux d'erreur que personne à bord ne pouvait déchiffrer. Il faudrait encore 20 minutes à l'équipage pour comprendre que leur stabilisateur se réétalonnait en raison d'une autorité système fantôme qu'ils ne reconnaissaient pas. Un cercle rouge pulsait doucement au-dessus du secteur d'Andara sur la carte de Rennes. Un de moins, le réseau commercial Beta 7 est en cours d'isolement, déclara le lieutenant Miguel Haro, du niveau analytique. Ils ont perdu la synchronisation avec les routeurs centraux. Aucun rapport d'erreur n'a été transmis. Étiqueté et surveillé, répondit Victor. Flashback. Dans une salle de négociation fermée sur Erix Minor, Rennes était assis en face de Nivlek des Daran. 6 yeux, une colonne vertébrale blindée, une voix rouillée sur la pierre. Les Darins étaient pauvres mais stratégiquement situés, et leurs relais de communication orbitaux étaient marqués depuis des années. Les humains ne veulent rien d'autre en échange qu'un accès exclusif à vos conduits de service, avait dit Rhin. En échange, nous vous fournirons les modulateurs atmosphériques que vous avez demandés. Nivlek cligna lentement des yeux. Et pourquoi nous donneriez-vous ces cadeaux? Rhin s'était penché en avant, la voix neutre. Parce que personne d'autre ne le fera. Et parce qu'un jour, vos canaux décideront qui peut parler à qui et qui ne le peut pas. Nivlek avait signé. 3 ans plus tard, la section 9 utilisait ces mêmes canaux pour injecter des boucles de commandes dans les relais bancaires du Conseil. Aujourd'hui, ces boucles ont réduit au silence des sous-secteurs économiques entiers sans déclencher la moindre alarme. Sur l'écran central, des amas rouges se multipliaient, confirmant le dépassement total des files d'attente logistique intersystème dans la triade Coran, a déclaré Granger, les IA de routage du Conseil sont bloquées en récursivité de parité. Elles ne se réorienteront pas à temps. Les IA de routage du Conseil sont bloquées en récursivité de parité. Elles ne se réorienteront pas à temps. Victor traversa lentement la pièce, les faibles vibrations de la pièce à peine perceptibles sous ses pieds. Personne ne le salua. La section 9 ne salua pas. Ils exécutèrent. Une seconde carte se déploya à côté de la carte des étoiles. Un réseau numérique d'artères, de noyaux électriques, de nœuds de transit et de relais de signaux. Des tronçons entiers clignotèrent en rouge, se succédant en cascade. Pas une seule alerte ne s'afficha sur les écrans de surveillance du Conseil. Leur système pensait encore que tout allait bien. Il tapota de nouveau. Près de la route commerciale du Concorde de Rechkai, 5 satellites relais pivotèrent. Leurs cœurs se réorientèrent d'un peu moins de 3 degrés, suffisamment pour détourner la navigation civile des zones mortes vers le néant. Les pilotes ne s'en apercevraient que trop tard. 12 ans plus tôt, il avait visité un vaisseau diplomatique du syndicat Arval, se faisant passer pour un conseiller économique. Il avait partagé un café avec le ministre Ulren Moore, un reptilien à 4 bras dont l'élocution était pâteuse après son 3e verre de whisky terrestre. « Nous vous fournirons une technologie de redondance », avait proposé Victor. En échange, permettez-nous d'installer des filtres de redondance atmosphérique sur vos balises longue portée. Système de secours, gratuit. Ulrin avait ri. Vous, les humains, vous savez vous faire des amis. Pas des amis, avait dit Victor. Des partenaires. Ulrine s'était évanouie avant de demander à quoi servaient réellement les filtres. Désormais, les balises arvaliennes envoyaient de fausses télémétries au vaisseau du Conseil à travers 12 secteurs. Les patrouilles tournaient en rond, incapables de se retrouver. « Au rapport », dit Victor. Granger réagit instantanément. Les détournements de commandes sur 60 et un des 63 nœuds principaux sont terminés. L'isolation du sous-réseau est en bonne voie. Ils sont toujours aveugles. Derrière eux, les opérateurs travaillaient à un rythme parfait. Chaque panne enregistrée était étiquetée, confirmée, enregistrée, pas de bavardage, pas de déviation. Les lumières s'éteignaient automatiquement
tandis que la phase finale s'amorçait sur la carte stellaire centrale. Des dizaines de points verts clignotaient une fois, puis disparaissaient, station après station, route après route, un clignotement, disparu, un autre, disparu, comme des étoiles qui s'éteignent, un par un. Sur le tableau de commande de Victor, une courte ligne de texte apparut. Opération Janus, première étape, terminée. Ren se tourna vers l'écran final, une représentation angulaire de la grande salle du conseil. Schéma des puits de ventilation, des voies de service, des panneaux d'accès, le tout synchronisé. État des nœuds internes? Une anomalie? Rien du tout? Demanda-t-il, les yeux plissés. Le lieutenant Harrow ne leva pas les yeux, en sommeil, mais à l'écoute. Aucun mouvement détecté. Les agents signalent toutes les positions occupées. Victor hocha la tête. Son regard se posa sur la carte stellaire, désormais un réseau d'artères obscures. Derrière lui, les opérateurs commencèrent à marquer les défaillances une à une en rouge profond. Marquez-les, un par un, chaque écran s'illumina d'un sceau rouge, et la galaxie continua à tourner. Aveugle, ignorant qu'il n'avait plus le contrôle. Dans toute la galaxie, personne ne l'avait remarqué. Pas encore. Les lumières de la station Éthérus s'éteignirent juste au moment où le premier médiateur Selvig terminait sa transmission au Conseil Cornet. Un léger pépin peut être, jusqu'à ce que tous les tâches diplomatiques passent en mode d'urgence. Un à un, les panneaux d'éclairage s'éteignirent. Les systèmes d'alimentation furent recyclés. Les nœuds de traduction s'éteignirent en pleine conversation. En moins de 90 secondes, l'IA centrale de la station se verrouilla. Aucune alerte ne fut déclenchée. Selvec se tenait dans la galerie de commandement, les mandibules tremblant tandis que ses subordonnés se préparaient. Les bras extérieurs de la station pivotèrent en alignement inertiel, mais refusèrent de répondre aux ordres de guidage. Les baies du hangar se figèrent. Les mesures de pression se maintenaient, mais les trappes d'accès ne fonctionnaient pas. Les portes intérieures étaient verrouillées. Les communications subspatiales tombaient en boucle. Éthéris avait disparu du réseau, et la galaxie ignorait pourquoi. 3 ponts plus bas, un assistant de Cravary frappa un panneau de contrôle du plat de la paume. L'interface ne répondit pas. Les lumières au-dessus de lui pulsèrent en rouge, puis s'éteignirent. Accusé de réception. Les lumières au-dessus de lui pulsèrent en rouge, puis s'éteignirent. « On est hors ligne !» murmura le technicien Rollard Dan, agent de liaison humain intégré à la station. Sa voix était calme. Trop calme. « Comment ?» aboya Selvec d'en haut, descendant le quai incurvé comme une lame. Comment une station diplomatique entière peut-elle être coupée? Dan ne répondit pas. Ses doigts parcouraient un relais manuel, mais il n'essayait pas de le réparer. Il le regardait tomber en panne, silencieusement, parfaitement. En moins de 5 minutes, 5 autres stations diplomatiques suivirent. La station Primaxis, dans la spirale tolzienne, figée en pleine session, le pôle Kelmore, le nœud de coordination de la trifaction du pacte d'Orval, était hors service. La lignée Nexus, interrompue en pleine diffusion lors du renouvellement d'un traité fondamental. Le flux avait été coupé au beau milieu de la sentence solennelle du chancelier. Sur les anneaux orbitaux au-dessus de Tossalens, les voies orbitales étaient encombrées de navettes diplomatiques stationnaires, leur champ de propulsion neutralisé, l'alimentation électrique intacte, les interfaces au vert, mais aucun vaisseau ne bougeait, pas un seul. Dans l'étendue Périne, les commerçants du cœur creux de l'astéroïde Bastion 14 voyaient leurs autorisations d'amarrage révoquées par un système refusant de reconnaître leurs transpondeurs. Les cales restèrent scellées, la gravité se déstabilisant lentement. Un chef de quai tenta de contourner les verrouillages de sécurité. La console refusa de se déverrouiller. 1 minute plus tard, des alarmes de perte d'oxygène retentirent. Fausse. Peut être. Personne ne le savait. Tout le monde se mit à courir. Dans la capitale du monde natal des Laxori, la chambre privée du seigneur magistrat Velen se mit à trembler à 0. 4 Haynes, à peine perceptibles pour les non-Laxori. Pour eux, c'était le tonnerre. Il fit irruption dans la salle de commandement centrale du Conseil de défense planétaire, exigeant la confirmation de la mobilisation. Le protocole de lancement est bloqué, balbutia le haut contrôleur Brannock, ses membres segmentés tressaillant contre la console. Les Laxoris étaient insectoïdes, leurs visages protégés par des frondes blindées,
leur système nerveux fortement dépendant des signaux synesthésiques. Nous avons envoyé le code de mobilisation il y a 7 minutes, gromme la Velaine. Pourquoi les flottes planétaires n'ont-elles pas répondu? Le message a été confirmé, marmonna Brannock. Mais l'interface de ciblage a renvoyé une autorisation nulle. Nos satellites sont repassés en mode sans échec. Velaine se tourna lentement vers le hublot. Des dizaines de croiseurs noirs et élégants étaient stationnés en orbite basse, encadrés par la lumière de 2 soleils jumeaux. Aucun d'eux ne bougeait. À bord du palais orbital du domaine Brelin, le haut exécuteur Yorva Key arpentait le cercle intérieur de son sanctuaire de commandement. Sa voix résonna dans la salle. « Donnez-moi accès aux voies d'évacuation civile. Nous décollons depuis la plateforme 7. » Ses assistants, un groupe de Brelins plus petits et 2 contractuels administratifs humains, traversèrent la pièce en courant. Les écrans se figèrent. Les voix ne se déclenchèrent pas. Les systèmes d'évacuation répondirent par des erreurs de commande génériques. Jorvac se tourna vers son adjudant. Commande manuelle. L'homme, un civil terrien nommé Harlan Forrester, jeta un coup d'œil vers le mur et hocha la tête. Jorvac appuya sa main contre le panneau de la porte du couloir du hangar. Le système demanda une confirmation biométrique. Il la donna. La serrure siffla, puis se bloqua. Une lueur jaune clignota 2 fois. « Réessayez », proposa Forrester à voix basse. La main de Jorvac claqua sur le panneau. La lueur persista, 2 fois, 3 fois, puis plus rien. L'exécuteur rugit, percutant le mur de sa patte avant blindée. Des étincelles jaillirent. La porte resta scellée. Harlan se tenait silencieusement à ses côtés, les bras croisés dans le dos. 3 secteurs plus loin, un diplomate Valari nommé Isorden traversait le hall de son consulat en courant, un datapad à la main, hurlant des ordres à un technicien de vol. « Lancez mon vaisseau immédiatement. » Commande d'urgence. Le technicien, un jeune Yatari à 4 yeux avec des patchs bioluminescents sur la peau, secoua la tête. Il y a un problème avec les protocoles du hangar. Le sas climatique est gelé. Les systèmes de sas ne fonctionnent pas. Puis, ouvrez-le manuellement. Ils ne répondent pas aux commandes physiques. C'est comme si les portes n'étaient pas là. Don arriva à la chambre de lancement, transpirant malgré le froid. Le vaisseau se tenait étincelant derrière le hublot du hangar, plein de carburant, alimenté, attendant. Le panneau devant lui ne présentait rien d'anormal. Aucune erreur, aucun défaut, juste de l'inaction. Il enfonça la main dans la commande de secours. Encore. Et encore. Le système ne fit aucun bruit. Aucune résistance. La main de Dan glissa le long du cadre, impuissante. Il appuya son front contre le métal froid, le souffle court, observant son vaisseau, sa liberté, à travers la vitre, toujours allumé, toujours prêt, comme pour se moquer de lui. Dans la salle de contrôle sur Mars, Victor Wren se tenait devant une carte galactique baignée de rouge. « Ils commencent à le voir », dit le lieutenant Granger, les yeux rivés sur le flux provenant du cœur du Conseil. « Le confinement tient. Les schémas de réaction correspondent au scénario 3C. Mettez à jour les champs de relais. Je veux que tous les nœuds primaires soient isolés avant que les systèmes tertiaires ne soient en panne, » dit Wren en croisant les bras derrière le dos. Un nouvel écran apparut. Les lignes de données de l'ascendant Stolvinar clignotaient en séquence. Les relais satellites refusaient les signaux de commande. Leur système météorologique dérivait dans de fausses boucles. Aucune régulation des nuages. Aucune stabilisation orbitale. Un monde agricole sans contrôle météorologique. Un chaos inexprimé. Dans un quartier civil de Tolvanar Prime, une administratrice scolaire fixait son skyboard alors que l'alerte de température passait de 30 degrés sans prévenir. Elle se tourna vers la ligne de diffusion d'urgence. Aucun signal. Dans la rue, les civils levaient les yeux tandis que des rafales de vent balayaient la ville, arrachant les banderoles et obscurcissant l'air de sable non filtré. Le ciel ne répondait à personne. Sur la lune marchande Haldor, 6 cargos dérivaient entre leurs amarres, leurs pinces de chargement bloquées à mi-largage. Un certain Sharon, nommé Kouravache, activa la balise de transmission d'urgence. La console afficha une liaison montante active. Il attendit, le minuteur de réponse tourna, sans réponse, dit son navigateur. Je vois que Kouravache marmonna. Une autre tentative. Toujours en rotation.
Il regarda l'écran comme si cela pouvait s'expliquer. Ils sont censés répondre. On paie pour une réponse instantanée. Son ingénieur, Julian North, né humain, parla pour la première fois depuis des heures. « Il n'écoute pas », dit-il. Curvache se tourna lentement vers lui. « Quoi ? Il n'écoute pas ?» Dans la chambre magique du conseil, la journée se déroula comme prévu. Les représentants se réunirent à nouveau, inconscients des tensions qui se dénouaient hors de leur portée. Des voix s'élevèrent au sujet d'échanges juridictionnels. De nouveaux points furent ajoutés au programme. Un délégué subalterne de la souveraineté de Décaran se pencha pour murmurer à son supérieur. Un autre délégué de la souveraineté de Décaran se pencha pour murmurer à son supérieur. Nous avons perdu le signal avec l'échange tôt. Erreur de routage, licencia le seigneur. Une diplomate de l'enclave Krill fronça les sourcils devant sa console, tapotant le côté de son holopade. Mon rendez-vous avec l'envoyé de Kelmore est bloqué en attente pour 15 minutes. Un murmure parcourut la galerie supérieure. Il y a un problème avec les drones de maintenance. Le secteur 13 n'a pas bougé de tout son cycle. Le sol a néanmoins avancé. Des votes furent exprimés. Des motions furent adoptées. L'illusion persista. Pour l'instant, dans le silence sous Mars, aucune célébration ne suivit. Victor observa l'effondrement comme un homme lisant un bulletin météo. Calme, impassible. L'un des flux vacilla. L'intérieur d'une station montrait un délégué frappant un panneau mural avec frustration. Une autre image. Un hangar de vaisseaux inactifs, parfait et étincelant, complètement immobile. Un autre, les signatures de puissance clignotant en séquence, Granger se retourna, confirmant de tous les postes d'écoute qu'il panique. La pluie n'arrive pas immédiatement comme prévu. La deuxième étape commence lorsqu'il commence à se rejeter la faute. 2 jours avant le vote, une caisse diplomatique banalisée fut transférée d'une barge de ravitaillement Corinne à Docking Bay, 6 des hubs orbitaux du Conseil. Le manifeste indiquait qu'il contenait des composants de stabilisation atmosphérique pour la grille de filtration auxiliaire, une livraison de routine, de faible priorité, approuvée par Jokel Administrative System des semaines à l'avance. À l'intérieur de la caisse, 13 personnes gisaient immobiles, suspendues dans un gel biosuppresseur. Des moniteurs intégrés à l'intérieur confirmaient la stabilité des fonctions vitales. Aucun mouvement, aucun bruit. À la seconde précise où la caisse atteignit le niveau de service, elle émit une impulsion infrarouge, un signal d'activation préprogrammé pour contourner les diagnostics du Conseil. 23 minutes plus tard, l'un des panneaux de stockage à l'intérieur de la caisse s'ouvrit en sifflant. Alors que les délégués du Conseil débattaient de motions de plus en plus insignifiantes en haut, les agents de la section 9 évoluaient, invisibles en bas. Ni fantômes, ni mythes, simplement présents. L'agent Marcus Vell se glissa silencieusement dans un conduit de maintenance sous le quadrant 3. Respiration régulée, ventilation de la combinaison fermée. Sa visière affichait une carte de la grille de ventilation mise à jour en temps réel. Chaque mouvement était synchronisé avec la rotation des drones de nettoyage et les cycles de ventilation ambiante. Il bougea exactement au moment où la couverture sonore était optimale. Jamais 1 seconde en avance, jamais 1 seconde en retard. Au-dessus de lui, des pas résonnèrent dans un couloir. Une patrouille de garde, 2 Tarcheks, tous 2 armés, tous 2 détendus. Vell s'arrêta, non pas par peur, mais par protocole. La signature thermique du couloir avait déjà été cartographiée. La chaleur de leur corps traçait des lignes familières. Mais juste derrière eux, une 3e forme apparut. Une irrégularité chaude sur l'acier froid. Une anomalie. 12 ponts en dessous de la salle principale, l'agent Elijah Marin se tenait dans un angle mort entre 2 cages d'ascenseur, examinant les journaux de mouvement synchronisés. Sa mission ? Surveiller les fluctuations de consommation d'énergie du réseau secondaire. Une légère vibration traversa le sol, à peine perceptible. Un ascenseur avait été dévié. Il vérifia le timing. Erreur de 2-3 secondes. Ajustement, murmura-t-il dans son micro silencieux. La route Delta 6 changeait. 3 niveaux plus haut, l'agent Sorin Leight recalibra sa carte interne et ajusta sa trajectoire. Il était déjà en mouvement avant même que Marin ait fini de parler. Chaque couloir, chaque bouche d'aération, chaque conduit d'alimentation électrique avait été étudié. Il savait quand les gardes grattaient derrière leurs plaques de protection. Il savait quelle porte de maintenance se bloquait.
Il connaissait le son exact produit par les systèmes de refroidissement Cralory qui se mettaient en marche toutes les 4 ou 2 minutes, juste assez pour masquer les mouvements entre les panneaux. Ils ne réagissaient pas. Ils s'exécutèrent. De retour sur le pont 5, l'agent de sécurité Germ Dalvec s'arrêta devant une console de diagnostic thermique. La peau noire et lisse du Jarnien scintillait faiblement sous la lumière ambiante, les rides le long de sa mâchoire se crispant tandis qu'il examinait l'affichage. Le voilà à nouveau. Une pointe, brève, faible. Juste au-dessus de la jonction GDX9 du couloir, il tapota le panneau de commande. Le système effectua un diagnostic. Sans incident. Pourtant, Dalvec plissa les yeux. Ce n'est pas normal. Il s'éloigna de son poste et s'éloigna dans le couloir, la main posée nonchalamment près de son arme. Il ne l'appela pas encore. 2 virages, un couloir latéral. Une trappe de contrôle s'ouvrit. À peine penché en avant, un léger sifflement émis, il attrapa son communicateur, mais il ne se connecta jamais. Son corps sursauta puis se laissa tomber silencieusement au sol. L'agent Juno Mercer sortit de l'ombre, rétractant une petite unité d'impulsion à induction du coup de Dalvik. Pas d'alarme, pas de désordre, pas de traces. Elle traîna son corps dans un conduit de maintenance scellé. Un drone, prêt, piraté quelques jours plus tôt, passa quelques secondes plus tard et constata que le couloir était dégagé. Dans la salle du conseil, le débat devint houleux. J'exige de savoir pourquoi le réseau de signalisation d'Andari est resté silencieux pendant 6 heures, déclara le préfet d'Ural-Mexar, un représentant du domaine Tolari de grande taille et à la peau épaisse. Ses frontaux virèrent à l'orange, signe de frustration. Même problème sur la boucle Drenari, murmura l'ambassadeur Kellenvor de la Ligue Tsarine. Les journaux de trafic indiquaient des retards, mais aucun signal d'erreur. On aurait dit que rien ne voulait admettre que c'était cassé. De l'autre côté de la salle, 2 factions mineures échangèrent un regard. L'envoyé Arnati, connu pour son obsession pour l'intégrité procédurale, resta silencieux, mais ses assistants s'agitèrent, mal à l'aise. Ils le sentaient tous. Quelque chose clochait. Dans la salle de commandement sous Mars, Victor Wren surveillait 325 flux de données. Sur l'un d'eux, un itinéraire de patrouille s'interrompit pendant 23 secondes en raison d'un recalibrage de drone. Sur un autre, une communication interne retournait à son origine. Et au centre de tout cela, une coupe transversale de la station orbitale du Conseil montrait de faibles arcs verts. Agents humains, en pleine rotation, en attente. Schéma de circulation interne ? Demanda Renz. Inchangé, répondit le lieutenant Harrow. Ils n'ont pas remarqué les déviations. Tous les journaux de sécurité renvoient des informations d'état de sécurité. Rapport des capteurs visuels, toujours falsifiés. Tous les angles morts sont maintenus. Temps pour franchir le seuil de l'agent. Harrow a vérifié un graphique synchronisé. 3 cycles plus tard, ils se maintiendront ailleurs dans la galaxie. La panique s'est intensifiée sur la lune agricole Yaran. Les systèmes de défense planétaire ont refusé d'initialiser. Le général Auric Malvin a tenté de démarrer manuellement les plateformes d'armes orbitales. Les consoles ont répondu en séquence. Requête refusée. Blocage détecté. Autorisation expirée. Il se tourna vers son responsable des communications. Qui a mis à jour ces systèmes ? Ils ont été optimisés par des consultants externes le trimestre dernier. Quels consultants ? L'officier fit défiler les messages, confus. Ils étaient terriens. L'officier fit défiler les messages, confus. Ils étaient terriens. Dans l'Empire Lurket, le grand gardien Fauchic cria dans un système de communication crypté par des cristaux qui refusait de traiter les signaux sortants. Ouvrez un canal sécurisé vers notre flotte dans la ceinture d'Aran. Impossible, balbutia le technicien. La poignée de main protocolaire est rejetée. Par quoi ? Par nos propres satellites. Un silence se fit dans la salle. Dans la salle du conseil, les murmures se transformèrent en disputes. Ils font ça, grommela Mexa. Les humains, ce sont des représailles. C'est absurde, dit Vor. Ils n'ont pas l'infrastructure. Ils n'ont pas le... dit Vor. Ils n'ont pas l'infrastructure. Ils n'ont pas la permission, murmura une voix depuis les sièges les plus éloignés. Silence. N'ont-ils pas refusé de s'intégrer ? De préserver la souveraineté de leur système ? C'était déjà suspect à l'époque. Les murmures s'amplifièrent, les accusations tourbillonnèrent, tous les regards se tournèrent vers un coupable. Dans les niveaux cachés du sommet,
L'agent Vell ajusta sa position d'exactement 3 mètres. Sa respiration resta stable. La température de sa combinaison s'harmonisait parfaitement avec la température ambiante. Loin au-dessus, une salle de réunion éclairée par des panneaux lumineux diplomatiques commença à se vider, certains représentants partant tôt, d'autres restant sur place pour discuter à voix basse. Le moment était proche. Au centre de commandement de Mars, Victor Renz fixait le flux central. Une ligne de code défilait silencieusement, invisible pour tous. Il croisa les mains derrière le dos. Elle commençait à se briser. Les carillons d'urgence sonnèrent un demi-temps plus lentement qu'ils n'auraient dû. Dans la chambre magna du Conseil galactique, les murs vibraient de couleurs d'avertissement. Ambre pâle au lieu de rouge. Les protocoles se déclenchaient, mais ils vacillaient. Les bannières diplomatiques étaient en retard sur leurs impulsions d'activation. Même le blindage ambiant mit une seconde de plus à s'initialiser. Rien de tout cela n'était catastrophique. Tout était anormal. Sur l'estrade centrale, l'archichancelier Zovendrek se tenait immobile, les mandibules verrouillées, les crêtes tremblantes d'une fureur à peine contenue. Sa voix, aussi tranchante qu'un éclat de cristal, résonna dans une salle qui ne lui offrait plus le silence absolu. « Ce conseil va se réunir », lança-t-il sèchement. La salle obéit, mais lentement. Les représentants filtrèrent par des plateformes d'arrivée décalées, beaucoup en désordre, certains arrivant en retard, d'autres sans aide. La galerie circulaire se remplissait de manière inégale. Des plaques holographiques clignotaient de manière erratique. Plusieurs restaient éteintes. Le protocole de session d'urgence Omega Rho a été invoqué par l'autorité exécutive, annonça Zovendrek. Un sabotage coordonné a eu lieu. Nous identifierons les responsables et les punirons. Quelques murmures parcoururent les gradins inférieurs. La plupart des délégués ne relevèrent pas la tête. Certains réglaient des terminaux personnels défectueux. D'autres chuchotaient, le regard rivé vers les niveaux supérieurs où le réseau de traduction clignotait par intermittence. Les serres de l'archichancelier frappèrent le pied de son podium. Première accusation. Le domaine Korgati, poursuivit-il d'une voix basse et cinglante. Ils ont longtemps sapé les infrastructures du Conseil sous couvert de retenue. Le chaos qui règne reflète leur doctrine de la force brute masquée par le silence. Je demande au Conseil de les censurer formellement pour obstruction à la stabilité. Le primarque Vectal resta inactif dans un premier temps. Même assis, il dominait la rangée de délégués Korgatis. Son armure luisait d'un blanc terne sous la lumière, et sa voix était lente, grave, comme gravée dans la pierre. Si nous avions frappé, vous l'auriez su. Des systèmes entiers auraient brûlé. Vous le savez, vous étiez là. Son regard se posa sur Sovendrex. Non, ce n'est pas notre main, mais nous vous avions prévenu. Nous connaissons l'espèce que vous avez choisi de maîtriser. Sovendrex ricana. Alors vous admettez votre alliance avec les humains? Non, dit Vectal. Nous les craignons. Cette déclaration résonna dans la salle comme un léger tremblement de terre. Ils observent, ils s'adaptent, et lorsqu'ils agissent, il n'y a aucun avertissement. Nous avons déjà subi leurs représailles. Il a fallu une génération à nos flottes pour s'en remettre. Même aujourd'hui, nous ne maintenons aucune base habitée à moins de 3 sauts de sol. Il se pencha en avant. Non pas à cause des traités, mais par souvenir. Zovendrek leva sa griffe d'un air dédaigneux. Assez de mythologie. Tu glorifies ta propre lâcheté. Veketal resta impassible. Alors répondez-moi, archichancelier. Si même nous, qui leur avons livré une guerre sanglante, n'avons jamais osé les asservir, qu'est-ce qui vous a fait croire que vous le pouviez? Silence. La voix de Sovendrek se brisa d'indignation. Vous êtes les perdants d'une guerre morte. Vous ne détenez aucun siège au sein de ce conseil, si ce n'est par pitié et par protocole. Vous n'avez aucun droit de faire la leçon à l'assemblée souveraine de cette galaxie. Je ne fais pas de leçon, dit Vekatel en se levant lentement. Je regarde, comme eux. L'expression de Sovendrek se déforma. Il frappa violemment la surface du podium, tentant d'établir une liaison sécurisée avec le relais de commande d'urgence. Une fine interface holographique vacilla une fois, puis s'éteignit. Il tapota de nouveau. Le panneau resta éteint. Il changea de canal. Rien. Contourner le réseau du Conseil. Accès Alpha Prime. Niveau chancelier. Il aboya. Aucune réponse. Derrière lui, un assistant du protocole, un greffier Nihari élancé, ajusta nerveusement un nœud de projection corrompu,
puis recula discrètement, comme pour passer inaperçu. Une faille de sécurité, Zovandrek siffla en direction de l'IA général de la chambre. Seul un léger grésillement blanc revint. Sa griffe tressauta. Il leva les yeux. Pour la première fois depuis son arrivée à l'archichancelier, Zovandrek scruta la salle. Non pas pour obtenir de l'obéissance, mais pour être rassuré. Pour obtenir du soutien. Il ne trouva que de la peur. Le bloc de Caran était assis, raide, les yeux rivés au sol. Les Tolari restaient immobiles, les bras croisés. La délégation Zarin avait partiellement libéré ses sièges. D'autres serraient des tablettes de données comme des armes, mais aucune ne fonctionnait. Aucun d'eux ne croisa son regard. Alors, nous les traquons, cria Vandrek. Humains, déclarez-les ennemis de l'accord. Autorisez une interdiction planétaire. Nous exterminons l'infection. Il attendit que quelqu'un, n'importe qui, réponde. La salle était silencieuse. Un envoyé Tarchek toussa nerveusement, puis murmura quelque chose à son assistant. Aucune motion ne suivit. Aucun assentiment. Aucun vote. Les mandibules de Zovandrek claquèrent. Dans le nexus de commandement sous Mars, Victor Rhin se tenait les bras derrière le dos, regardant la retransmission depuis la salle du conseil sans un mot. La transmission était propre, intraçable, acheminée via une douzaine de relais passifs et redirigée vers des nœuds dormants. Chaque point de données a été transmis, enregistré, horodaté et référencé. Le verrouillage de sécurité à l'échelle du système a été confirmé, a rapporté le lieutenant Granger. Aucune dérogation fonctionnelle n'a été acceptée. Le réseau de commande est complètement coupé. « Réponse du conseil » demanda Rennes. « Confirmé » a rapporté le lieutenant Granger. Aucune dérogation fonctionnelle n'a été acceptée. Le réseau de commandement est complètement coupé. « Réponse du conseil » demanda Rennes. Escalade verbale. Pas de mobilisation physique. Il hurle. Personne ne bouge. Victor hocha la tête. De retour dans la salle, Zovandrek se tourna de nouveau vers Vectal, les yeux flamboyants. « Est-ce là votre triomphe ? Rester planté là, l'air satisfait, tandis que le chaos se répand ?» Vectal ne répondit pas tout de suite. « Ce n'est pas un triomphe, » dit-il finalement. « C'est inévitable. Tu as ouvert la porte. Maintenant, tu feins d'être choqué que des loups soient passés. Je ne succomberai pas aux mains d'une espèce de primitif. Tu l'as déjà fait, dit Vectal. Les membres de Zovandrek se tendirent. Nous détenons toujours le pouvoir. Le Conseil commande toujours des flottes. Et toi ? Demanda calmement Vectal. Alors, pourquoi ? Ne sont-ils pas venus ? L'archichancelier ne dit rien. Ils ne répondent pas parce qu'ils ne vous ont jamais appartenu, dit Vectal. Vous les avez transmis. Il y a des années, petit à petit, code après code, dans des mises à jour que vous n'avez pas vérifiées, dans des contrats que vous n'avez pas lus, dans des systèmes que vous ne comprenez plus. Il se tourna légèrement, scrutant la pièce, puis revint à Zovandrek. Ce n'est pas leur soulèvement, archichancelier. C'est votre échec. Tout cela est de ta faute. Zovandrek se précipita en avant, claquant à nouveau l'interface. Ce n'est pas moi qui vais perdre aujourd'hui. Vectal baissa brièvement les yeux, puis le regarda une dernière fois. Non, chancelier, dit-il d'un ton neutre. Tu ne perdras pas. Tu as déjà perdu. Il se tourna pour s'asseoir, puis marqua une pause. Attends un peu. Et sur ces mots, il croisa les bras, le regard toujours fixé devant lui, immobile. Vandrek resta donc silencieux pendant 12 secondes. Sa griffe planait au-dessus du terminal inerte. Son regard parcourut la chambre silencieuse. Rien ne bougeait. Même l'air semblait immobile. Dans le silence glacial sous Mars, Victor Rennes donna de nouveaux ordres. Phase 3, dit-il. Dernier préparatif. Surveiller toutes les données biométriques des délégations. Attendre le signal de brèche. Il n'éleva pas la voix. Il ne silla pas. La pièce vibra à l'unisson. Ils avaient franchi le seuil. Désormais, seule, la brèche subsistait. La première station médicale à tomber en panne fut Ariad Prime. En orbite autour d'un monde luxuriant et terraformé de la bande de Pélagos, ces systèmes s'effondrèrent en plein cycle lors d'un recalibrage de thérapie génique. Les lits cryogéniques dégelèrent sans ordre. Les drones chirurgicaux se sont figés en pleine opération. Les écrans des patients ont clignoté, puis sont devenus noirs. Dans le service de néonatologie,
les régulateurs atmosphériques ont calé, puis ont surcompensé. 17 vies ont été perdues dans les 30 premières secondes. De l'autre côté de la Manche, la ville orbitale de Calvary 4 a déclenché un confinement d'urgence. Les volets de confinement ont été scellés sans autorisation. Les transports intérieurs furent bloqués. Des distributeurs automatiques de médicaments déployèrent des antidotes contre des toxines absentes. 4000 résidents furent confinés dans des zones stérilisées sans explication. Aucun signal de détresse ne parvint. Sous l'influence de Tolvinard, des secteurs entiers de communication furent plongés dans le noir, non pas par des parasites, mais par le silence. Les messages envoyés revenaient comme des échos, répétant des confirmations vides. Le corps diplomatique essaya d'autres bandes de fréquences, mais découvrit que chacune était déjà occupée par des signatures de réponses vides. Les canaux d'urgence étaient signalés comme actifs, mais aucun n'avait réellement transmis. Sur la station d'Eltar, un avant-poste diplomatique mineur de la coalition Vasari, l'envoyé commercial Carnerel récita l'intégralité du traité d'accord mutuel sur un canal mort, implorant sa reconnaissance. Son espèce, une race de crustacés appelée les garrettes, ne possédait ni flotte permanente, ni bouclier planétaire, seulement l'agriculture et le désespoir. Aux humains de sol, dit-il en s'inclinant devant la nourriture inerte, nous offrons alliance, alignement total, ressources, obéissance. Nous voyons votre force, nous implorons votre inclusion. Aucune réponse ne vint, pas même un rejet. Dans les coffres centraux de l'Interstellar Finance Exchange sur VON6, l'IA de sécurité a échoué sans prévenir. Les registres de transactions se sont démantelés en temps réel. Les chaînes de crédit ont bouclé, puis se sont dupliquées, puis ont disparu. Les soldes des comptes ont été dissous. Les contrats intelligents sont revenus à l'état de brouillon, puis corrompus. Les processus de récupération des données ont été lancés, mais jamais terminés. La panique fut immédiate. Sur des mondes prospères comme l'Oscar Prime et Herathon's Reach, les échanges de devises numériques se figèrent. Les marchés s'éteignirent. Les négociateurs hurlèrent dans des holopanels gelés. Des convois commerciaux physiques furent lancés sans itinéraire, à la recherche de partenaires manuels. Les systèmes de troc réapparurent. L'or fut pesé. Les récoltes s'échangeaient de main à main. Les civilisations qui avaient autrefois façonné les étoiles échangeaient des pommes de terre. À la périphérie, même les colonies oubliées en ont été affectées. La station Yari, peuplée de 422 habitants et située à 3 années-lumière du territoire réglementé, a vu son modulateur météorologique local tomber en panne et son système de recyclage de l'eau a été mis à l'arrêt brutal. La balise de détresse était morte. Une vieille radio amateur, récupérée il y a des siècles sur une épave d'avant la distorsion, était réglée manuellement par le chef de station. Rien, pas même un bruit parasite. Ils ont tout éteint. Sur Mars, Victor Wren se tenait devant un mur de données. Les lumières de la chambre étaient tamisées. Chaque écran clignotait en rouge ou en orange. Il ne restait plus de points verts. État du placement des agents, demanda-t-il. Le lieutenant Harrow se tenait à la console secondaire. Les 13 agents étaient en position. Les cycles de mouvement étaient alignés. Les flux externes restaient falsifiés. Ils sont invisibles. Déclencheur final de brèche ? En attente du signal. Le délai de procédure que vous avez demandé s'est propagé. La maintenance interne a signalé 2 problèmes de drone et a redirigé les protocoles. Le couloir GUIT s'est alors ouvert pendant 2 minutes. Wren a hoché la tête. C'est la fenêtre de brèche. Notez-la. Il s'est avancé et a activé le dernier canal sécurisé. Un ping silencieux a traversé les nœuds relais de 5 systèmes, ne touchant que les implants de commande des infiltrés de la section 9. Dans la chambre Mania, la session suivante a commencé. L'affichage de l'ordre du jour clignotait. Plusieurs noms restaient vides. La participation était inférieure au protocole autorisé. La grille de traduction bégayait. Pourtant, la chambre continuait. Aucun des représentants ne remarqua le changement d'étalonnage de la gravité interne. Une fluctuation mineure, imputée à la dérive orbitale. Personne ne savait que la section 9 l'avait déclenchée délibérément pour masquer les micropas des agents de repositionnement. Un délégué de Krill se pencha vers son homologue. « Avez-vous eu des nouvelles de l'avant-poste de Salrine ?» répondit-il. « Ni de Nex, ni de Toriel Prime. Nous sommes seuls. » En orbite, la balise de messagerie automatisée du Darin Compact acheva sa transmission, son contenu.
Une proposition officielle de partenariat stratégique avec la Terre. Soutien total. Reddition totale. Un message étiqueté prioritaire. Terra l'a reçu. Il n'a pas répondu. Sous la chambre, l'agent Marcus Vell se déplaçait silencieusement sous la rotonde centrale, son traceur biométrique aligné avec le sentier du préfet Tolari au-dessus de lui, le timing parfait sur un autre tour opérateur de niveau, immobile dans un conduit de refroidissement dormant. Son arme était armée, sans gâchette, n'attendant que le signal muet. Dans la salle de contrôle sous Mars, Victor se tourna vers Grangère. Toutes les fréquences du Conseil, brouillées, compressées, redirigées par des réseaux miroirs. Ren hocha la tête. Lancement du téléchargement de la séquence finale. Cibler l'IA de la chambre. Visuel uniquement. Confirmé. Il regarda le flux se former, couche par couche. Pas de code. Pas de bruit. Autre chose. Un message. Une conséquence. Ren croisa les bras. Qu'il commence le vote. Les lumières de la chambre vacillèrent une fois, puis s'éteignirent. Pendant 3 secondes, la grande chambre du Conseil galactique fut plongée dans le noir absolu. Pas le noir voilé du mode d'urgence, pas de système de secours, pas de superposition passive, pas de compensation de faible luminosité, juste le vide, une panne systémique totale. Les représentants se figèrent. Dans le silence, des chaises grinçaient. Quelqu'un chuchota quelque chose de bref et de tranchant dans un dialecte trop rapide pour être traduit. La voix d'un ambassadeur lança une question nerveuse, restée sans réponse. Un délégué de l'enclave Krill se leva à moitié de son siège, puis hésita. Il n'y avait nulle part où aller. Au-dessus d'eux, le halo de projection centrale, cœur de l'interface de commandement de la chambre, s'anima soudain. Non pas avec des sceaux du Conseil ou des cartes stellaires, mais avec une seule image, un visage, humain. Victor Ren. Sa posture était calme. Centré dans une salle de contrôle gris-guerre. Derrière lui, des opérateurs au visage impassible se déplaçaient avec une précision silencieuse. Pas d'insigne, pas de couleur. Juste une fonction. Sa voix était ferme, froide. « Vous avez décidé du sort d'un peuple par un vote, » dit-il. « Maintenant, c'est notre tour. » Il leva une main, marqua une pause, puis claqua des doigts. Le bruit résonna dans la chambre comme un joint hermétique qui explose, puis plus rien. Pendant un instant qui dura trop longtemps, aucun changement ne se produisit. Les délégués changèrent de position, la confusion mêlée à une terreur rampante. Quelqu'un se pencha pour demander s'il s'agissait d'un avertissement théâtral. Quelqu'un d'autre commença à se lever, et la salle se transforma. 74 silhouettes apparurent. Sans marcher, révélées. Un à un, les agents camouflés de la section 9 désactivèrent leurs écrans optiques avec une synchronisation silencieuse. Ils se tenaient juste derrière leur cible, chacun aligné avec précision sur un représentant qui avait voté pour la reclassification de la Terre. Sans avertissement, sans possibilité de réaction, les légers cliquetis mécaniques des armes en train d'être armées résonnaient ensemble. Chaque agent tenait un pistolet à induction plasma à canon court, le canon positionné à moins d'une main de la base du crâne d'un délégué. Le design était silencieux, épuré, conçu pour neutraliser sans dégâts. Le design était silencieux, épuré, conçu pour neutraliser sans commettre de dégâts. Le message n'était pas dans l'arme, mais dans sa position. Une vague de terreur immobile parcourut la salle. Les rangées de sièges, symboles de pouvoir, se transformèrent en cages. Les délégués ne parlèrent pas. Ils respiraient à peine. Leur immobilité n'était pas du respect, mais une prise de conscience, que tout ce qu'ils pensaient contrôler avait déjà basculé sous leurs pieds. Cette souveraineté était désormais un fantôme, et ces fantômes étaient humains. Chaque représentant ayant voté pour l'asservissement de la Terre avait désormais un humain derrière lui. Et les autres? Indemnes. Vectal ne broncha pas. Le primarque Korgati était assis, immobile, les bras croisés sur la poitrine, son armure d'os luisant doucement dans la lumière projetée. Il ne fit aucun geste pour fuir, aucun geste pour se protéger. Son second, Gormek, se tendit à ses côtés. Mais Vekatal se contenta de plisser les yeux vers l'image de Rhin. Aucun agent ne se tenait derrière lui. Aucun n'était nécessaire. De l'autre côté de la pièce, Eosmar, de la délégation Corinne, laissa tomber son datapad de ses genoux sans le ramasser. Il fixa droit devant lui, l'air indéchiffrable,
tandis que l'arme passait à quelques centimètres derrière sa tête pour pointer ailleurs, vers son supérieur. L'assistant de Corinne à ses côtés inclina lentement la tête, réalisant que les armes n'étaient pas tirées au hasard. Elles étaient ciblées, choisies. Une déléguée, une Namahari nommée Veska, bondit de son siège et tenta de sprinter vers le couloir supérieur. Elle fit 3 pas. Une forme se transforma devant l'arche de sortie. Un homme, un humain, déjà là. Un humain, déjà là. Il ne dit rien, il ne bougea pas. Elle s'arrêta. Sa respiration devint haletante. Elle recula. Lentement. Dans toute la salle, d'autres comprirent la même chose. Chaque sortie était scellée, non par des cloisons, mais par leur présence. Les agents se tenaient silencieusement au point d'étranglement, couloirs, arcades, escaliers. Aucun ne disait un mot. Chacun était déjà en place. Au centre de la salle, Sovandrek n'avait pas parlé. Ses mandibules tressaillirent une fois, puis de nouveau. Il tourna légèrement la tête, comme pour repérer laquelle des ombres derrière lui s'était solidifiée. Il ne termina jamais son mouvement. L'image de Victorin resta fixée sur l'écran central, le regard fixe, la voix basse. Aucun coup de feu, aucune alarme déclenchée, aucun ordre donné, juste une présence. C'est tout ce qu'il fallait. Un diplomate Driyari gémit bruyamment, serrant contre lui un symbole de sa fonction. Ses mains tremblaient. Aucun agent ne pointa une arme sur lui. Et pourtant, il s'affala sur sa chaise, comme si l'atmosphère avait changé. Personne ne protesta. Vectal, depuis son siège, décroisa lentement les bras, puis les recroisa dans l'autre sens. Un geste cérémoniel unique chez les guerriers Korgati, un symbole de reconnaissance. Les humains avaient fait ce que même son peuple n'avait jamais osé. Une leçon était arrivée, et elle avait un visage humain. Le silence s'éternisa. Une centaine de pensées traversèrent chaque extraterrestre présent, mais aucune ne fut exprimée à voix haute. Pas un n'osa murmurer. Car au plus profond de ce silence, quelque chose avait changé. Définitivement. Ils avaient gouverné par le vote. Maintenant, ils étaient gouvernés par la précision, par des fantômes qu'ils ne pouvaient voir venir. Et cette fois, ils étaient venus pour être vus. Aussi, pendant un instant haletant, personne ne bougea. Les agents de la section 9 maintinrent leur position avec une immobilité chirurgicale. Leurs pistolets à plasma restèrent pointés, silencieux, imperturbables, à la base du crâne de chaque délégué. Aucun coup de feu, aucun mot prononcé. Et puis, un à un, les puissants commencèrent à tomber à genoux. Ce n'était ni chorégraphié, ni dramatique, c'était brutal. Le conseiller Geranvac du domaine Tolari s'effondra le premier, sa large silhouette enveloppée de soie cérémonielle se froissant sans résistance. Derrière lui, l'agent humain demeurait immobile. Puis un autre, le chancelier Vorik du pacte Drolari, tenta de s'agenouiller avec maîtrise, mais ses jambes cédèrent. Il s'effondra, les yeux écarquillés d'incrédulité. Puis 3 autres. Puis 7. S'il vous plaît, nous ne savions pas. Nous suivions les ordres de blocage. C'était de la politique, rien de personnel. L'agent ne dit rien. Le conseiller malsutin de la Confédération Vorchalen, son exosquelette pulsant faiblement, leva une main tremblante vers l'humain le plus proche. Nous annulons. Nous inversons le vote. S'il vous plaît, nous reconnaissons votre souveraineté. Sa voix se brisa. Aucune réponse. Un diplomate Krill se recroquevilla au pied de son siège, tremblant. Son assistant se protégeait la tête des 2 mains. Au-dessus d'eux, l'archichancelier Zovandrek tremblait. Les crêtes de sa colonne vertébrale s'aplatirent. Le langage corporel de Jarkel signifiant une peur non dissimulée. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Il se retourna. Ses assistants avaient disparu. Il était seul. Il attrapa sa console de poignet. Elle clignota en rouge. De nouveau. Rien. Garde, dit-il d'une voix rauque. Répondez au protocole de violation. 6 gardes surgirent des alcôves latérales. Entraînés, armés, hésitants, et morts avant que le premier puisse lever une arme. 6 éclairs. Aucun son. Les balles à induction effondrèrent instantanément leur système nerveux. Pas d'alarme, pas d'avertissement, pas de résidus. Silence. 2 guerriers Korgati se levèrent. Gormek s'avança par réflexe.
Un bras l'arrêta. « Ne bouge pas, dit Vécatal doucement. Ils ne rateront pas leur cible. Et nous ne sommes pas la cible. Gormec se figea. Autour d'eux, les délégués s'effondrèrent. Certains s'agenouillèrent, d'autres s'affaissèrent. Quelques-uns glissèrent au sol comme s'ils cherchaient à disparaître. Zovandrek ne s'agenouilla pas, mais il tomba. Ses griffes glissèrent du podium, ses jambes se dérobèrent, non pas à cause d'une blessure, mais d'une humiliation. Aucun ordre ne répondit, aucun système n'obéit. Son emblème s'affaissa. Il ouvrit un canal privé. La connexion fut établie. « Commandant humain », commença-t-il en essayant de calmer sa voix, « nous reconnaissons votre supériorité stratégique. La résolution contre votre espèce est par la présente considérée comme nulle. La souveraineté sera restaurée. Un siège permanent au Haut Conseil sera offert aux dirigeants terriens. On peut discuter des réparations. Nous. Le message atteignit Mars. Dans le centre de commandement sous la planète rouge, Victor Rennes se tenait devant l'écran. Aucune réaction. Les opérateurs continuaient d'enregistrer les signaux. Silencieux. Précis. Granger se retourna. Ligne directe. Autorisation prioritaire. Route EDSIS. Granger se retourna. Ligne directe. Autorisation prioritaire. Acheminé par des relais diplomatiques de secours. C'est bon. Rennes cligna des yeux. Vous avez voté. Maintenant, écoutez. Attentivement. Il tapota la console. La ligne fut coupée. La dernière image que Zovandrek vit. Les yeux de Victor. Pas triomphant. Juste terminé. Dans la salle, le silence se brisa. Des voix fusèrent. Cris, accusations, blâme. C'est vous qui avez fait ça. Non, vous bloquez. Nous avons voté ensemble. Un délégué a trébuché. Un autre a rampé sous un banc. Puis les lumières se sont à nouveau atténuées. Pas d'échec. Réinitialisation. L'ordre rétabli. Les humains se sont dirigés sous un banc. Puis les lumières se sont à nouveau atténuées. Pas d'échec. Réinitialisation. L'ordre rétabli. Les agents humains n'ont pas bougé, n'ont pas parlé. Leurs armes sont restées baissées, non pas comme une menace, mais comme un souvenir. Sur Mars, la salle de commandement est redevenue grise ardoise. Les moniteurs effectuaient des diagnostics. Les opérateurs reprirent leur travail. Pas de célébration, juste une confirmation. Rennes se détourna de l'écran et se dirigea vers la table centrale. Une ligne apparut sur l'écran. Opération Janus. Phase terminée. La galaxie avait changé et ils avaient déjà dépassé le point de retour. Salut, humains de l'espace. Je suis vraiment curieux de connaître ton avis sur cette vidéo. Ils ont changé et ils étaient déjà au-delà du point de retour. Salut, humains de l'espace. Je suis vraiment curieux de connaître ton avis sur cette vidéo. Laisse un petit commentaire et dis-moi ce que tu en penses. Ou dis-moi juste bonjour si tu préfères. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. N'oubliez pas de jeter un œil aux commentaires épinglés. Croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Oh, et une dernière chose, j'ai sélectionné une autre vidéo à vous proposer. Cliquez simplement sur la carte ici, ou ici si vous voulez la playlist complète. À bientôt.